Cette capsule traite de la notion de consentement chez la personne âgée et tout particulièrement quand la démence s'en mêle. Elle est la dernière d'une série de 3, la première étant sur le consentement dans le couple et la deuxième sur le consentement chez l'adolescent. L'Association française des centres de consultation conjugale du Maine-et-Loire accompagne les personnes, les familles, les couples dans leur vie affective, relationnelle et sexuelle. Nous voyons dans nos pratiques de conseillère conjugale et familiale combien la question du consentement se pose pour tout un chacun, quel que soit son âge et quelle que soit sa situation, et combien elle vient interroger les professionnels et l'entourage familial. Alors entre besoins affectifs, désirs sexuels et impératifs de protection, en quoi la question du consentement en matière de sexualité est-elle singulière chez la personne âgée atteinte de démence? Par démence, nous engloberons la démence sénile, la maladie d'Alzheimer et les maladies associées. Dans un premier temps, nous allons réfléchir à la question de la sexualité chez la personne âgée, puis en essayant de repérer ce qui est perdu et ce qui est conservé dans la démence, nous chercherons à comprendre comment un sujet dément reste un sujet de désir et combien il est compliqué pour l'entourage familial ou soignant, souvent pris dans l'injonction de protection, de lui maintenir ce statut. Catherine Biraud, psychologue, éclairera par son expérience cette réflexion. Pour finir, nous ébaucherons quelques pistes de travail en matière de consentement dans le domaine de la vie affective et sexuelle chez la personne âgée démente. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Avant d'aborder le cœur de notre sujet, il nous a semblé important d'interroger nos représentations sur la sexualité des personnes âgées. Il n'est pas si loin le temps où ce sujet était hors champ, voire tabou. En 1970, Simone de Beauvoir écrivait « Si les vieillards manifestent les mêmes désirs, les mêmes sentiments, les mêmes revendications que les jeunes, ils scandalisent. Chez eux, l'amour, la jalousie semblent odieux et ridicules, la sexualité répugnante, la violence dérisoire. Ils doivent donner l'exemple de toutes les vertus. » Bertrand Cantin, dans une interview parue dans la revue Sexualité en EHPAD, nous rappelle qu'en Occident, la vieillesse a été souvent présentée comme l'âge où la sexualité n'avait plus lieu d'être. Différents facteurs culturels ont généré cette posture, le lien entre sexualité et procréation, une espérance de vie plus courte, des veuvages précoces, et puis l'influence du religieux dans le champ de la sexualité, bien sûr pour n'en citer que quelques-uns. Mais contrairement aux idées reçues, le désir ne s'efface pas avec l'âge. Désir de tendresse, désir de caresse, désir sexuel. Bertrand Cantin précise que le développement psychologique se poursuit tout au long de la vie. Il ne cesse pas avec le grand âge. La sexualité est une manière pour l'individu d'affirmer son ancrage dans le vivant. Ce tableau montre que l'activité sexuelle est toujours bien présente avec l'âge. Depuis quelques années, la littérature, la filmographie, la publicité tendent à faire tomber ce tabou de la sexualité des vieux. Je vous invite à regarder le film Les Petits Ruisseaux de Pascal Rabaté, qui est tourné d'ailleurs en grande partie en Anjou et qui aborde ce thème avec beaucoup d'humour. Ce film est issu de la bande dessinée écrite par Pascal Rabaté lui-même. On peut aussi mentionner une série diffusée en 2023, Septième ciel, et qui a été diffusée sur OCS Max. Ces considérations d'ordre culturel ne suffisent pas à faire tomber nos préjugés, voire nos réticences. Qu'un corps vieilli puisse désirer et être désirable reste difficile à penser pour une société soucieuse de l'image du corps. Mais plus encore, le sujet âgé est pour l'entourage, qu'il soit professionnel, aidant ou familial, celui qui représente la génération précédente, celle de nos parents et voire de nos grands-parents pour les plus jeunes. Or, il nous est fort désagréable de nous représenter la sexualité de nos parents. Cela n'est peut-être même pas pensable. Il n'est pas étonnant qu'aborder ce sujet de la sexualité des personnes âgées vienne nous percuter, nous mettre mal à l'aise et questionner nos représentations. Une autre idée reçue consiste à penser que vieillir se conjugue avec détachement. Je vous invite à vous référer à l'article « L'attachement au temps de la vieillesse » de Magali Bonnet, dans lequel elle explique combien le besoin d'attachement
se trouve réactivée au temps de la vieillesse. L'enfant s'est attaché pour se détacher ultérieurement, puisque ces relations précoces doivent lui permettre de conquérir son identité et d'accéder à la séparation dans un sentiment de continuité psychique. Dans une configuration parallèle, mais différente du fait de l'expérience de vie, le sujet âgé réactive ce système d'attachement dans un contexte de dépendance, contrainte, subie parfois, pour répondre comme le petit enfant à un besoin de sécurité affective, physique, mais aussi identitaire, afin de se séparer non seulement de ceux qu'il aime, mais aussi de la vie. Et qu'en est-il quand la démence s'en mêle ? La question de la sexualité chez la personne âgée, avec toutes ses composantes, vient prendre une toute autre dimension lorsque la démence s'en mêle, enfermant la personne dans une double peine, celle de l'âge et celle de la maladie. Et qui plus est, quelle maladie, puisqu'elle vient poser la question du discernement et donc celle du consentement, entraînant ainsi la sexualité à enfiler tour à tour le costume du délit ou celui de la pathologie. Pourtant, les chiffres de la littérature montrent que ces comportements dits inappropriés sont peu fréquents. Ils concernent en moyenne 5% des 46 millions de personnes atteintes de démence dans le monde. L'apathie et la disparition de l'appétence sexuelle sont bien plus fréquentes que les comportements sexuels inappropriés. Ils ne signent pas pour autant une non-souffrance, mais peut-être sont-ils moins dérangeants pour nous et donc ils viennent moins nous heurter dans nos représentations et dans notre positionnement. La maladie d'Alzheimer et les maladies associées sont des maladies neurodégénératives. La maladie d'Alzheimer est une maladie organique, mais pas que. Elle n'est pas que cérébrale, nous dit le psychiatre Jean Maisondieu. Elle est aussi psychique et interindividuelle. Catherine Biraud nous éclaire sur ce point. La maladie d'Alzheimer et les maladies associées, effectivement, sont des maladies neurodégénératives. Un IRM va vous donner des altérations par image, comme quoi il y a des zones blanches, effectivement, il y a des altérations. Les comportements vont nous montrer que la personne, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Les maladies neurodégénératives sont aussi des maladies du lien. Ça bouscule tout le monde. J'ai presque envie de dire que c'est un tsunami dans une famille. Et c'est ce que je pense que Jean Maisondieu souhaitait dire. Une maladie d'Alzheimer, oui, on peut la quantifier avec des tests, voilà. Mais il faut aussi la percevoir dans ce qu'elle provoque, effectivement, chez la personne qui la porte, en termes d'angoisse, d'incertitude, de peur de la mort, de peur de plus se reconnaître, de plus reconnaître celui qui partage ou celle qui partage sa vie. Et puis l'autre, le conjoint, l'amoureux, les enfants qui se disent « mais je ne la reconnais plus ». Comment on arrive à continuer à vivre ensemble en se respectant, en s'en disant que cet autre-là, même s'il n'arrive plus à dire qui je suis, c'est la même personne que j'ai rencontrée il y a 20 ans. Il va falloir que je la rencontre là où elle est. Et comme c'est une maladie neurodégénérative, par définition, qu'il va falloir s'adapter. J'ai presque envie de dire chaque jour, chaque mois, chaque année. C'est-à-dire que on dit aux conjoints ou aux enfants, effectivement, que c'est une maladie qui va évoluer et elle évolue, on va dire, défavorablement. On dit d'ailleurs que cette maladie-là, elle présente plusieurs temps, du coup, jusqu'à la phase un peu finale où la personne, on la considère qu'elle est en situation végétative. Il n'y a plus de son ni d'image. Où il est l'autre à un moment donné quand il n'y a plus de son et d'image. Comment on le rencontre quand même, qui peut aider à le rencontrer. À mon sens, on ne peut pas appréhender ces maladies-là, qu'elles soient Alzheimer, accord de Lévy, il y en a beaucoup, sans l'aborder sur la question de l'autre, du système familial, de l'environnement, c'est pas possible autrement. Et c'est pour ça que moi, Jean Maisondieu, je trouve son approche intéressante parce que du coup, il s'est décalé de la vérité scientifique, anatomique, au travers des IRM, des tests, etc., pour parler de cette maladie-là comme d'une maladie qui vient dire quelque chose de sa peur du vieillissement, sa peur de vieillir, de la peur de la mort, et que finalement se réfugier dans le passé, parce qu'on dit bien que c'est une maladie évolutive et que du coup, on redescend progressivement dans ce qu'on a été, voilà, adulte, adolescent, enfant, etc., ça peut être extrêmement protecteur psychiquement, même si dans la relation à l'autre, c'est difficile du coup d'appréhender cette réalité-là et d'être en phase pour un couple qui a 85 ans, imaginons, qui vivent ensemble depuis une cinquantaine d'années, de se retrouver face à une conjointe qui va évoquer
sa vie, du coup, quand elle avait 15 ans. C'est comment on se reconnecte. Il faut une sacrée gymnastique intellectuelle, affective aussi. Il faut beaucoup d'amour aussi pour faire cette gymnastique d'aller le rencontrer là où il est. C'est très épuisant aussi pour les aidants parce que ça demande effectivement une écoute, une empathie extraordinaire. Je pars de l'idée que on ne comprend pas au départ. C'est la rencontre avec l'autre qui va nous permettre d'accéder à sa réalité à lui. Alors c'est compliqué quand il y a de moins en moins de langage, quand on se rend compte que les discours sont de plus en plus incohérents, qu'on n'arrive pas à tirer le fil. Mais il faut tenter, je pense que c'est quand même possible. Le risque à omettre cette part-là de la maladie serait de faire disparaître et d'oublier le sujet. Ainsi, l'intérêt porté sur la personne ne le serait qu'au travers de ses difficultés, de ses incapacités, de ses pertes, favorisant sa mise à l'écart comme locuteur. Ce n'est plus la personne à qui l'on parle, mais la personne dont on parle. Il s'opérerait alors un raccourci, presque malgré nous, entre la pathologie et la personne. Il est dément, c'est une démente. Cela contribuerait à situer la personne en dehors du champ de la relation à l'autre, et donc en dehors du champ des humains. Autant ce risque de déshumaniser la personne est aujourd'hui repéré dans les prises en soins, autant on peut s'interroger sur la place qui reste à la vision d'une personne ayant besoin de tendresse, d'affection, de contact physique, de caresse, pouvant exprimer du plaisir et du désir, et pas seulement du symptôme et de la douleur. Les personnes âgées atteintes de démence pourraient-elles avoir des besoins affectifs ? Et serait-elle en capacité de les ressentir et de les exprimer ? Louis Ploton dira que ces besoins affectifs sont encore plus intenses chez la personne atteinte de démence. Le malade d'Alzheimer est à sa façon un abandonnique. Il a peur d'être oublié et il vient vérifier qu'il compte pour autrui. Ce qui le conduit à être dans la demande pour pouvoir s'appuyer quasiment en permanence sur un tiers rassurant. Le sens n'est plus accessible, la sensation pourra faire lien et permettra de maintenir un attachement. Lorsque la parole fait défaut, le geste partageable fait donc la relation. Mais qu'en est-il lorsque ces échanges, cette relation affective et tendre qui parle de sexualité, se traduit par la composante génitale de la sexualité ? Quelle vision sexuée avons-nous de la personne atteinte de démence ? Celle de l'abusé ou de l'abuseur ? Celle du délit ou de la pathologie ? Ah, c'est un vieux cochon, un véritable obsédé. Un pervers, oui. Oh la pauvre, elle peut pas dire non, elle subit. C'est dégueulasse, dans leur état. Ouais, ils savent plus ce qu'ils font. Tout est grillé là-haut. Non, 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 il n'en est pas question. En institution, seule une vie affective dénuée de sexualité agit est souvent envisageable et envisagée. L'organisation, nos représentations, la famille, la pratique soignante, avec son versant maternant, participe à restreindre la sexualité à des besoins affectifs. Et lorsqu'elle vient s'imposer cette sexualité dans une activité sexuelle, masturbatoire ou interpersonnelle, elle n'a que deux interprétations possibles, l'abus ou la perversion. Pourrait-on en trouver une troisième, une autre interprétation que celle de l'abus ou de la pathologie ? Catherine Biraud nous répond. Est-ce qu'on réduit la sexualité à l'acte sexuel qui pourrait faire penser à l'abus ou la perversion, etc. Ou est-ce qu'effectivement la sexualité, on l'entend d'une façon beaucoup plus large sur la recherche affective, la recherche de l'autre. On revient au lien aussi. Le lien, c'est aussi la caresse, la tendresse, etc. Parce qu'on sait aussi que dans ces maladies-là, qui altèrent la question cognitive, intellectuelle, pure, de compréhension. La mémoire des émotions est présente, j'ai envie de vous dire, jusqu'à la fin de la vie. Même je vous disais tout à l'heure, sur les états végétatifs, quand les gens sont à ce stade-là, ils ont d'autant plus besoin d'être touchés pour, du coup, être vivants. La question du lien, la question du toucher, c'est la première chose qui fonde notre rapport au monde et à l'autre. Quand l'enfant naît, il est d'abord porté, on le pose effectivement sur le corps de la maman. C'est au travers de ça, du coup, que se construit notre rapport au monde, à l'autre, qui va construire le langage, etc. Et dans les personnes qui sont porteurs de ces maladies-là, comme effectivement le langage est altéré, comme effectivement le rapport au monde est très modifié, moins compris aussi, du coup,
le geste, le toucher va être d'autant plus important et je pense qu'il doit être 2 fois, 5 fois, 10 fois plus investi pour du coup raccrocher à l'autre, le faire exister. Moi j'ai envie de dire vraiment c'est fondateur. Moi aujourd'hui dans mon travail, je peux parler à la personne pendant des heures sans que rien ne se passe. Et j'ai fait l'expérience de lui toucher la main, d'être dans cette accroche, et là ça passe. Tous les gens âgés, qui ne sont pas forcément porteurs de maladies ou autres, sont de moins en moins touchés, notamment dans les couples où les personnes sont veufs depuis longtemps. Et en fait, moi j'ai interrogé les gens, mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas été touchés? Ou alors quand ils vont être touchés, soit à travers d'un soin, voilà, soin d'hygiène. Ce qui fonde l'être vivant, c'est le désir. Et j'ai envie de dire, c'est la question du désir, c'est quelque chose de très primitif. C'est ce qui nous fait avancer. Si on peut parler que de la sexualité agie, on devrait l'encourager, cette sexualité agie, tellement je pense que ça nous éviterait beaucoup d'antidépresseurs et des somnifères. Parce que ça viendrait probablement apaiser les angoisses, renarcissiser aussi, du coup se sentir vivant, parce qu'on parle de ça quand on parle de sexualité, et on devrait vraiment l'encourager, et on en est loin aujourd'hui. À l'identique, au sein du couple, où l'un des deux est atteint de la maladie d'Alzheimer, avec l'assistance qui est apportée par l'aidant, la relation conjugale est difficile à préserver. Elle se transforme souvent soit en une relation de maternage, on passe de mon amour à mon petit, rendant la relation de désir conjugal proche du tabou de l'inceste, soit en une relation étrange, rappelant ce sentiment d'inquiétante étrangeté traduit à merveille dans le film Phaser de Florian Zeller. La crainte de vivre soi-même ou de faire vivre à l'autre une relation avec un ou une inconnue, pourtant si familier ou familière. La sexualité pourrait-elle être alors le lieu où ce mélange passé et présent, conservant le lien entre celui ou celle qui a été et celui qui est? Pourrait-elle amener une temporalité partagée? Quand on a vécu pendant un certain nombre d'années ensemble, on a vieilli ensemble, les corps ont vieilli aussi ensemble du coup. Et la reconnaissance qu'on peut avoir de l'autre, c'est aussi dans j'ai envie de vous dire, la cartographie corporelle. Voilà, la ride là, le petit bourrelet là, on sait, voilà, on sait que, voilà, et c'est ça aussi qui peut faire que la rencontre peut perdurer. La perte d'autonomie, le besoin de soins et d'attention plonge professionnels et aidants dans une relation asymétrique, dans laquelle il est facile de voir l'autre dans l'incapacité à, et il est difficile de le regarder comme étant capable de. Laurent Lage nous dit que si la vulnérabilité psychique empêche l'autonomie de pensée et l'autonomie décisionnelle, elle maintient une autonomie affective. Le sujet malade n'est pas un incapable, mais il est autrement capable. Le concept d'intelligence émotionnelle décrit par Goleman pourrait venir compléter ce regard sur cet autrement capable. La mémoire des mots se perd, pas celle des émotions. La rencontre clinique montre en effet combien ces personnes restent des êtres de désir et sont capables de préférence, de choix ou de refus. La mémoire émotionnelle, affective, corporelle reste. Le corps se rappelle longtemps de la caresse. Sortir de la lecture de l'abus ou de la perversion impliquerait que nous soyons nous-mêmes soignants, aidants, conjoints, enfants, potentiellement en accord avec cette idée qu'une personne qui a perdu la raison puisse consentir à une relation affective et sexuelle. La réflexion sur la question du consentement pour tout un chacun et de ce qui fait que je consens et avec quoi je consens quand je consens peut amener un éclairage complémentaire. Je vous invite à aller voir du côté de notre capsule le consentement dans le couple et dans l'ouvrage de Clotilde Le Guil, céder n'est pas consentir. Le consentement a ses raisons que la raison ne connaît pas. Il n'y a pas de fondement rationnel au consentement. Rappelant l'origine obscure du consentement du sujet, le vertige du consentement, ce moment où l'on ne s'appartient plus, où l'on est sans protection, où l'on est ailleurs, autre à soi-même. Je dis oui à ce corps qui est le mien et qui m'apparaît comme étranger.
étranger à moi-même lorsque je consens en matière de sexualité. Ce que nous faisons, nous, êtres de raison, dans ce consentir sans raison, nous attendons que nos déments, êtres sans raison, consentent avec raison. On ne peut néanmoins faire obstacle du fait que les personnes atteintes de démence soient en situation de vulnérabilité et que de ce fait, notre souci de protection vienne interférer notre positionnement. Cependant, protéger n'est peut-être pas interdire. Après ces quelques pistes de réflexion et en écho à ce qui a été dit précédemment, chaque professionnel est amené à prendre conscience de ses propres représentations concernant la sexualité des personnes âgées, particulièrement quand elles sont atteintes de démence. Et ce, pour être en capacité d'accueillir et accompagner ces personnes dans leur singularité de sujets désorientés. Revenir au sens nous paraît aussi intéressant afin d'éviter d'enfermer les personnes dans des comportements d'irresponsabilité liés à la démence. Questionner le sens des comportements, des rapprochements, des relations et de leur mode d'expression. Quel sens cela prend pour la personne, pour la famille, pour les soignants ou accompagnants? Questionner ce qui pose problème et à qui. Dans les institutions, des équipes sont confrontées aux situations que nous avons évoquées. Catherine Biraud a travaillé en unité de vie protégée. Dans ce contexte, elle a été confrontée aux situations que nous avons évoquées. Comment les a-t-elle réfléchies et avec qui les a-t-elle travaillées? L'époux qui était porteur d'une maladie neurodégénérative, avec son épouse qui vivait, mais qui venait visiter très régulièrement son époux. Et ce monsieur avait investi une relation avec une autre dame, porteuse elle aussi d'une maladie neurodégénérative. Des balades l'un avec l'autre, main dans la main, enfin voilà, il y avait une sexualité agie. Et nous, en tant que professionnels, on dit, mais qu'est-ce qu'on va dire à la femme de ce monsieur-là qui va venir constater? Est-ce qu'on a à dire quelque chose? Est-ce qu'on a à s'en mêler? C'est ça la question. Pour ce couple-là, ça a été abordé sur la question de la violence faite à l'épouse. Pourquoi ça devait lui faire violence que du coup, on lui prenne son mari? Comme une tromperie. Vous voyez, dans un couple, là, et que les professionnels étaient témoins de ça. Je me souviens même d'une collègue qui avait dit, mais on ne va pas être complice de ça. Mais on se rendait compte aussi que quand l'épouse venait visiter son mari, il réinvestissait sa relation avec son épouse. Mais quand il partait, c'est un monsieur qui en déambulait beaucoup, l'autre dame déambulait, c'est assez extraordinaire, ils se rencontraient, vous voyez, puis hop, c'était reparti. On en a beaucoup parlé entre nous sur l'équipe, effectivement, du quotidien. Il y en a qui étaient d'accord, d'autres pas d'accord, il y en a qui s'en mêlaient, etc. Enfin, voilà, on a eu de tout. On a tâtonné aussi là-dessus. L'épouse, elle avait constaté, elle avait complètement accepté que son époux ait une relation privilégiée, j'ai envie de dire, avec une autre dame. Par définition, on ne comprend pas. Ça, on n'est pas dans la vie de couple des gens, on ne sait pas comment ils ont vécu leur sexualité. Par contre, ce qu'on sait quand même, c'est que quand les conjoints ou des conjointes confient leurs proches à une institution, en général, ça ne se fait pas sans culpabilité, sans crainte de l'abandon. Ça la rassurait de savoir que ce monsieur-là ne vivait pas mal quand elle passait les portes et quand elle partait. Elle, ça lui enlevait rien, j'ai envie de dire. Ça lui enlevait pas sa relation avec son époux, en tout cas de ce qu'elle pouvait nous en dire. Et quelque part, elle nous a beaucoup aidés parce qu'elle nous a autorisés, finalement. Et puis au-delà de ça, c'est la question du consentement. Et c'est comment, pour des gens qui sont porteurs d'une maladie neurodégénérative, avec des altérations, on peut imaginer qu'il y ait consentement ou pas consentement. Il y en a un qui souhaite avoir cette relation-là. Moi, je mets sur le même plan la question de la sexualité, du rapport sexuel, que le fait du toucher. Toucher la poitrine, toucher effectivement le corps, effectivement quand la personne dit non, sauf quand elle n'est pas en capacité de dire non, il va bien falloir qu'on s'en mêle. Mais c'est comment on repère qu'il n'y a pas de consentement, qu'est-ce qu'on fait de ça? Quand la personne, par exemple, on va pouvoir lui expliquer que madame n'est pas d'accord, mais comment la personne qui a des difficultés pour comprendre les choses, comment on va empêcher? Est-ce qu'on la contentionne? Est-ce qu'on la change de chambre? Est-ce qu'on la change de lieu? Enfin, c'est des questions, effectivement, qui sont très compliquées. Elle n'est pas tranchée, la question. Nous avons également interrogé Yolande Manini, qui a exercé comme cadre de santé dans différents EHPAD, et nous lui avons demandé quelle posture elle avait adoptée et comment elle avait mobilisé ses équipes sur ces problématiques. Elle abordera aussi la place de la famille dans le processus de prise en charge.
Tout d'abord, l'EHPAD est un lieu de vie dans lequel évoluent des personnes d'âge et de milieux culturels différents. Il me semble important de prendre en compte ces réalités. Il en découlera des postures différentes. L'une des premières postures est d'être à l'écoute de l'ensemble du personnel de l'établissement. Chacun des personnels peut être mis face à des situations qui l'interpellent. Il me semble donc important que la parole puisse être libérée, puisque cette parole est porteuse d'émotions. Ce que l'on peut constater, c'est que parfois cette parole est révélatrice d'une grande empathie. Elle peut aussi être parfois jugeante, parfois exprimer l'incompréhension face à l'attitude d'autrui. Chacun parle de la situation au regard de son propre vécu, de ses repères et de ses croyances. Toutes ces paroles sont donc porteuses de singularité, et ce qui est très important puisque les personnes accueillies sont aussi singulières. Il est donc important de respecter ces différentes postures tout en les mettant au travail. Nous avons aussi mis des leviers plus formels en place, des réunions d'équipe pluridisciplinaires hebdomadaires où l'ensemble des personnels de l'établissement sont invités à venir. À ces réunions sont présents le psychologue, le médecin coordinateur et la cadre de santé. La richesse des échanges liés à la pluridisciplinarité permet d'évoquer ces différents sujets sous différents angles, angle psychologique, médical, légal. On peut aussi ajouter des formations autour du thème de la sexualité de la personne âgée. L'objectif de ces formations, c'est de permettre au personnel de travailler leur représentation, d'analyser des situations complexes vécues, d'évoluer dans leur accompagnement au quotidien en trouvant de nouvelles ressources. On peut aussi parler de la place des familles qui me semble vraiment très importante. Donc cette place est bien évidemment associée dans les situations complexes qui peuvent être de la violence, du mal-être. Dans ces situations-là, la famille est donc reçue par le médecin coordinateur, la psychologue, le cadre de santé et un membre de l'équipe. Lors de ces rencontres, on évoquera bien entendu la situation ainsi que les différentes mesures envisagées, voir comment la famille peut aussi s'y associer. Pour la famille, il est difficile de voir son parent Alzheimer entretenir une relation amoureuse au sein de l'EHPAD, d'autant si le conjoint vit toujours. On invitera la famille à rencontrer la psychologue. Ce moment sera un espace de parole dédié aux membres de la famille. L'objectif de cette rencontre, c'est que la famille puisse poursuivre une relation apaisée avec son parent et l'époux ou l'épouse avec son conjoint. Par rapport aux situations souvent complexes, s'il n'est bien sûr pas question ni de juger ni d'interdire, les professionnels portent le souci de protection que tout un chacun a à avoir face à une personne vulnérable. Comment évaluer le consentement ou non-consentement d'une personne? Yolande Manini et Catherine Béraud nous partagent des repères et des outils. Seul, on ne peut rien. Sur ces questions-là, il faut s'entourer. C'est de la concertation. Des médecins, des psychologues, des personnes du quotidien, des familles, l'usager aussi. Les regards croisés qui vont permettre d'aborder ces questions-là, de pouvoir se dire, bah là, il y a un vrai questionnement sur la question du consentement et qu'on penche plutôt sur un non-consentement que sur un consentement. Et quand on le porte de façon collégiale, d'abord c'est moins difficile à porter. Et comme c'est moins difficile à porter, c'est une responsabilité collective du coup. Quelqu'un qui n'a plus accès au langage, le langage il s'exprime différemment, des angoisses, des agitations, etc. Et ça suppose effectivement d'avoir des grilles de lecture. Alors, on peut les coder par écrit, mais c'est surtout beaucoup d'observations. Connaître l'autre à minima, du coup, se dire là, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Les outils, c'est notamment, je voyais pour ce couple-là, le couple était effectivement ensemble en cuillère dans le lit. C'est de bien observer à la sortie de la chambre, à la fois comment se comporte la dame en l'occurrence, puis le monsieur aussi. S'il y a des angoisses, si la personne ne va pas s'alimenter, ou alors effectivement il y a quelque chose de plus apaisé. La plupart du temps, la relation amoureuse entre deux résidents est quand même plutôt très bénéfique. Bien entendu, parfois, il y a des situations où on s'interroge sur le consentement de l'un ou de l'autre. On a un certain nombre de repères qui peuvent aider à évaluer la situation. La plupart du temps, les soignants les plus proches des résidents, donc souvent les aides-soignantes,
Lorsqu'elles vont accompagner un résident pour sa toilette génito-anale, il peut parfois y avoir un refus qui est très surprenant. Il peut aussi y avoir des personnes qui deviennent mutiques ou qui ne veulent plus manger. Des personnes qui ne veulent plus aller dans certaines parties du secteur, avoir un repli sur soi. Donc tous ces signes qui montrent un état de malaise doivent être partagés en équipe. Il peut aussi y avoir des résidents qui expriment qu'ils ont été touchés, que la personne est venue les voir dans leur chambre la nuit. Et donc même si c'est une personne démente, on doit entendre sa parole et donc être plus vigilant et voir vraiment ce qui se passe dans les différents temps de la journée. Pour conclure notre propos, il nous semble important de prendre en compte le vécu des familles. Comme nous l'ont précisé Madame Béraud et Madame Magnini, les psychologues sont là pour écouter et accompagner les familles. Par ailleurs, le conseil conjugal et familial peut être un espace à proposer au couple à l'annonce de la maladie, aux conjoints non malades, à la famille, par exemple les enfants, dans cette idée de ne pas accompagner l'intrapsychique, qui est du domaine du psychologue, mais bien l'intersubjectivité, et donc de prendre soin de la relation. Des professionnels, des aidants se retrouvent parfois très seuls face à ces problématiques. Des espaces de réflexion cliniques et éthiques pluridisciplinaires paraissent nécessaires pour aborder ces sujets, éclairer des situations particulières. Vers qui peuvent-ils s'orienter? Quelles sont les ressources disponibles en Maine-et-Loire pour travailler ces questions? Les responsables devraient pouvoir s'emparer de cette question-là, devraient pouvoir mettre en place des groupes de parole ou d'analyse de pratique, faire appel à un espace éthique, faire intervenir peut-être un médecin. C'est ça qui devrait pouvoir se passer. D'une situation lambda, pouvoir du coup se retrouver et en faire une question beaucoup plus large avec des vrais questionnements éthiques pour que chacun puisse interroger sa pratique, interroger ses représentations aussi, pour que du coup la situation elle soit constructive en fait, que ce soit effectivement l'association, le service du coup qui s'empare de cette question-là. Nous n'avons bien entendu pas épuisé toutes les réflexions concernant ce sujet. La bibliographie jointe peut permettre à chacun et à chacune d'aller approfondir ce qui a été abordé. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de prendre un intérêt aussi grand à poursuivre la réflexion que celui que nous avons pris à réaliser ce travail.